Bonjour à tous, je suis le docteur Legal Arthur, je suis médecin anesthésiste réanimateur dans le service d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Lariboisière et je viens vous parler aujourd'hui de la place de l'intelligence artificielle dans la prise en charge hémodynamique du patient de réanimation. J'ai la chance de vous faire cette présentation puisqu'en fait je suis actuellement en thèse de sciences dans un laboratoire INRIA situé sur le plateau de Saclay qui s'appelle Médicim et dont le leitmotiv est la simulation numérique, ou en tout cas la mise au point de modèles pour la médecine. Et en particulier, moi, mon sujet de thèse de science, c'est de simuler des modèles de cœur et vaisseau pour aider l'anesthésiste réanimateur à prendre des décisions, soit au bloc opératoire, soit en réanimation. Donc, les conditions actuelles sont un petit peu particulières. Donc, on va faire cette présentation en Zoom. Je l'ai enregistré auparavant, mais vous aurez mes coordonnées à la fin du topo pour pouvoir m'envoyer des mails afin de me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Le sujet est un petit peu, comment dire, à la marge de ce qu'on a l'habitude de voir auparavant, enfin, je veux dire dans nos spécialités, à savoir qu'on est assez peu formé à ce genre de problématiques. Donc on va aller assez vite sur les bases mathématiques de l'intelligence artificielle et surtout, vous allez voir ce topo plutôt comme une présentation un peu générale pour vous faire réfléchir plutôt que comme un vrai cours. Parce que le but de cette formation, en tout cas de cette présentation, n'est pas de faire de vous des experts en intelligence artificielle, mais de comprendre quels sont les enjeux qui sont cachés dessous, et de pouvoir appréhender quelque peu ce qui va arriver très probablement dans nos services dans les prochaines années. Et donc, pour en avoir déjà entendu parler au moins une fois dans votre carrière, enfin dans le cursus en tout cas de formation, de voir un petit peu voilà, quels sont les enjeux qui sont sous-tendus par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et comment ça peut potentiellement impacter nos façons de travailler. Donc voilà le plan qu'on va détailler aujourd'hui. On va faire un petit rappel de l'intelligence artificielle et ce que ça implique dans notre société, pourquoi on en entend parler, pourquoi on va en entendre parler très probablement de plus en plus. On va faire un petit peu de définition, de concepts mathématiques, sans rentrer trop dans le détail, mais vraiment pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu comment ça marche et afin de pouvoir appréhender les problématiques que ça soulève. On va discuter de l'interaction soignant-machine, comment on fait pour finalement exploiter au mieux toutes les technologies d'intelligence artificielle qui vont arriver, qui arriveront très probablement dans nos services. Et enfin, on va, donc là c'est vraiment des perspectives, je vais vous montrer quelques exemples d'applications de ce qui se fait déjà en recherche, en tout cas pour l'instant, pour vous montrer un peu vers où on va. Donc l'intelligence artificielle, c'est un enjeu de société. En 2018, vous aurez sûrement reconnu Cédric Villani, mathématicien renommé qui est détenteur de la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, qui, au cours de sa mission ministérielle, a dirigé un rapport, écrit un rapport sur l'intelligence artificielle et en particulier comment dire, les transformations attendues et nécessaires pour pouvoir préparer au mieux la France à l'intelligence artificielle. C'est un rapport qui est public, hein, vous pouvez le trouver sur le net. Je vous encourage à le télécharger, à le feuilleter, à le lire. Il est assez bien écrit et très pédagogue, enfin très pédagogique. Et encore une fois, il permet de bien situer la problématique au sein de notre société. Donc, M. Villani a défini l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose de relativement difficile à définir dans le sens où c'est un terme qui est relativement vague. Et donc, dans son rapport ministériel, il a décrit ça comme un outil finalement numérique qui ressemble à quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'intelligence humaine ou de la cognition, afin d'aider l'humain finalement à traiter un flux d'informations extrêmement importantes
Et donc, lui définit dans son livre, en tout cas, l'intelligence artificielle comme cela. Vous voyez que c'est finalement très très vague. Et on va voir un petit peu ce que ça sous-tend un petit peu plus tard dans la présentation. L'intelligence artificielle, c'est un enjeu de société car ça permet d'envisager des potentiels d'innovation extrêmement importantes et qui sont potentiellement disruptifs. C'est un mot un peu technique pour dire que ça peut potentiellement bouleverser en profondeur nos vies dans la façon dont on utilise finalement les machines. Là, je vous ai mis quelques photos un peu futuristes, mais on peut imaginer à gauche, typiquement, les voitures autonomes. On peut imaginer que ça va potentiellement changer notre rapport au transport, hein, d'avoir des voitures qui se conduisent par eux-mêmes, qui prennent, entre guillemets, des décisions pour nous. On verra par la suite les problèmes éthiques que ça peut engendrer. Rien que pour citer ça, donc le transport va très probablement être impacté par les technologies d'intelligence artificielle qui vont arriver. Les différents services, on peut imaginer des robots intelligents qui peuvent remplacer l'humain dans certaines tâches. La finance, hein, puisqu'on peut imaginer des prédictions ou des décisions finalement financières qui peuvent être prises par des algorithmes d'intelligence artificielle. La santé, l'écologie, bref, tout plein de champs de la société qui peuvent être sujettes à des innovations d'intelligence artificielle et potentiellement, encore une fois, disruptifs, donc qui peuvent changer notre rapport à la machine et donc la façon dont on vit. Dans les technologies disruptives, un exemple criant, c'est Internet ou le smartphone. Hein. On a bien vu qu'on a changé complètement notre façon de vivre depuis que Internet s'est généralisé. Et donc, l'IA a une potentialité pour créer des disruptions de la sorte. Donc, c'est pour ça finalement que c'est un enjeu économique et géopolitique extrêmement important. Là, je vous mets une diapositive qui commence à être un petit peu ancienne, hein, puisque c'est 2017, mais qui essaie de synthétiser un petit peu la course à l'IA, en particulier qui est conduite par les grosses sociétés américaines, hein, les fameuses GAFA. Donc là, le graphique sur la droite représente les investissements en petites startups, des startups qui développent des outils d'intelligence artificielle qui sont rachetés par les grosses sociétés. Et on voit là un classement, un podium qui montre que Google, Apple, Facebook, Amazon, Intel, Windows, toutes les grosses sociétés américaines sont extrêmement comment dire, friandes de ce genre de start-up. Et donc, ça montre l'intérêt extrêmement important qu'ont ces grosses sociétés dans les outils d'intelligence artificielle. C'est des gros investissements. Là, ce qui est écrit, c'est qu'en 2012, depuis 2012, les investissements dans les startups, ça ne cesse de croître, puisqu'on est passé, encore une fois, c'est des données qui sont un peu anciennes, mais de 415 millions à 5 milliards de dollars d'investissement en 5 ans. C'est pour montrer les enjeux financiers, le niveau d'enjeux financiers qui sont en jeu dans toutes les problématiques d'intelligence artificielle. Et on peut imaginer qu'à l'horizon 2025, le marché en soi de l'IA sera d'environ 36 milliards de dollars. Donc on peut difficilement fermer les yeux en fait là-dessus et le rapport finalement de M. Villani fait suite à une demande du gouvernement en place à l'époque finalement pour essayer de moderniser et se préparer à cette vague d'intelligence artificielle qu'il va falloir qu'on prenne à bras le corps puisqu'on risque d'être impacté si on ne participe pas à la course. On risque d'être vraiment mis sur le carreau. Voilà, c'est aussi un enjeu sociétal, un enjeu économique, il est important, mais l'enjeu sociétal, il est important aussi, puisque l'IA peut avoir un impact sur nos emplois ou sur la façon dont on va travailler, vivre.
Cette photo là, c'est pour vous donner un exemple. En fait, cet enjeu sociétal, c'est pas uniquement lié à l'intelligence artificielle. Toute innovation peut avoir des disruptions et faire évoluer les métiers. Ici, c'est un monsieur qui était dans les rues parisiennes. On voit sur la photo le 14e arrondissement. Et en fait, ce monsieur-là allumait les lampadaires à l'époque. On voit que ce métier-là a disparu finalement. On peut imaginer que certaines innovations d'intelligence artificielle peuvent finalement remplacer certains de nos métiers, ce qui peut faire très peur. Et donc, effectivement, c'est un enjeu sociétal, puisque très probablement, dans les années à venir, il va y avoir des métiers qui vont disparaître. À l'inverse, très probablement que d'autres métiers vont apparaître du fait de cette utilisation d'intelligence artificielle. Monsieur Villani, pardon, dans son rapport, dit que environ 60% des emplois actuels comprennent 30% d'activités automatisables, et que donc ces 60% des emplois vont probablement être impactés par les innovations apportées par l'intelligence artificielle. Et donc, en fin de son rapport, il préconise des transformations en profondeur à avoir dans notre société. Et il définit 5 champs d'action qui doivent être transformés afin de se préparer à l'arrivée et à la bonne gestion de l'intelligence artificielle. Et comme vous pouvez voir, la santé en fait partie. Donc nous, on est vraiment en première ligne pour une transformation en profondeur de notre système de gestion de l'information pour pouvoir se préparer à ce genre d'innovation. Donc c'est quelque chose d'important, hein, l'IA, et ce n'est pas une volonté uniquement de quelques chercheurs dans leur coin, hein, c'est une volonté vraiment gouvernementale, des enjeux économiques extrêmement importants et des enjeux géopolitiques aussi extrêmement importants. Si on veut rester une puissance économique et politique importante, il va falloir qu'on traite le problème, si on peut parler d'un problème, mais en tout cas qu'on ne reste pas derrière, en particulier quand on voit l'avance qu'ont les géants américains et chinois. Donc maintenant, si on veut rentrer, une fois qu'on a placé ce contexte, si on veut rentrer dans le cœur du sujet, je reprends cette définition écrite par M. Villani. On regroupe habituellement sous le terme d'intelligence artificielle un ensemble de notions s'inspirant de la cognition humaine ou du cerveau biologique, destinées à assister ou suppléer l'individu dans le traitement des informations massives ou complexes. Complexe, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc voilà, donc en gros, c'est quelque chose de numérique. On utilise l'ordinateur pour nous aider finalement à faire des tâches que notre cerveau a du mal à réaliser. Et pour pouvoir faire ça, il s'inspire du fonctionnement du cerveau humain. Donc voilà une façon aussi de voir l'intelligence artificielle. On la met finalement en parallèle avec l'intelligence humaine. Pour notre cerveau à nous, être humain, la tâche complexe que vous voyez sur la gauche, une équation mathématique, est extrêmement difficile à résoudre. Alors qu'un ordinateur mettra quelques millisecondes pour y arriver, voire moins d'un centième de milliseconde pour arriver à réaliser cette opération. On peut être complexé, et effectivement, quand on regarde les performances des systèmes d'IA, comme on peut voir dans la presse, on pourrait être apeuré de la supériorité de l'intelligence artificielle vis-à-vis de notre cerveau quand on essaie finalement de résoudre ce genre de problème. Effectivement, quand on essaie de résoudre ce genre de problème, l'IA, en tout cas les solutions numériques ou d'informatique sont beaucoup plus performantes. En revanche, quand on regarde la photo de droite, on est instantanément, vous, moi et même les petits-enfants, au courant quand on regarde cette photo qu'il y a un danger qui arrive vers nous. Ce serpent, on met un quart de seconde à l'identifier et à savoir qu'il est hostile et à savoir qu'il est dangereux, de par sa couleur, de par sa forme, de par son attitude. Tout ça, c'est des tâches qui sont extrêmement difficiles à résoudre pour l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'informations qui circulent dans cette photo, que nous, notre cerveau, on est finalement habitué à traiter, et en une fraction de seconde, on est capable de se rendre compte de la signification.
Actuellement, l'intelligence artificielle est probablement capable de reconnaître que c'est un serpent, mais par contre, il va avoir du mal à se rendre compte instantanément que ce serpent-là est dangereux au vu de son attitude, au vu de sa couleur, au vu de plein de choses. Donc, il aura beaucoup plus de difficultés à avoir la même analyse que nous. Donc, on peut voir d'emblée les différences qui peuvent exister intuitivement, finalement, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. On n'est pas taillé pour résoudre les mêmes problèmes. Et donc, de par ce fait, on va finalement voir au fur et à mesure de cette présentation que on va être amené finalement pour apprivoiser l'intelligence artificielle à être compétitif, mais pas sur les mêmes sujets. Encore un élément de définition concernant l'intelligence artificielle, on pourra trouver sur Internet des définitions d'IA faible et d'IA forte. L'IA faible, c'est l'intelligence artificielle comme on la connaît nous actuellement. Et finalement, c'est quelque chose de relativement bête et méchant qui ne comporte pas de signification forte. C'est des algorithmes qui sont appliqués. Et vous allez voir par la suite, quand on va rentrer un tout petit peu dans le détail de comment ça marche, que c'est finalement relativement bête et pas beaucoup plus intelligent qu'une calculatrice. Ce qui est différent de l'IA forte, l'IA forte qui est censée finalement avoir des émotions, reconnaître des émotions et ressentir des choses. Donc l'IA forte, on n'y est pas encore, c'est encore de la science-fiction, encore que certaines unités de recherche y travaillent à essayer à l'ordinateur à reconnaître les émotions dans la forme des visages, dans l'expression des visages des êtres humains, ce qui n'est pas évident, hein, comme je vous dis, c'est des unités de recherche entières qui travaillent là-dessus. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu cet excellent film dans lequel jouent Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, entre autres, dans lequel Joaquin Phoenix tombe amoureux de Scarlett Johansson, elle-même jouant le rôle d'une intelligence artificielle. Donc dans cette film finalement de science-fiction apparaît la notion d'IA forte qui est capable d'émotion. Donc un petit peu d'historique, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose au sens mathématique du terme où on la perçoit là, actuellement. Donc l'intelligence artificielle faible, elle est pas toute jeune, puisque les premiers travaux datent des années 50, où Alan Turing, qui est une des personnalités qui a permis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est lui qui a réussi à identifier le code linguistique utilisé par les nazis pour les échanges, pour leurs échanges, comment dire, leurs échanges d'informations. Hein. C'est Alan Turing qui a réussi à craquer ce code. Donc, il n'a pas fait que ça, puisqu'il a défini les premiers travaux, mené les premiers travaux en intelligence artificielle, qui s'appelle The Imitation Game. Donc ça, c'était dans les années 50. Il y avait, par exemple, un ordinateur qui était connecté soit à une certaine forme d'intelligence artificielle qui reconnaissait des messages et qui répondait à des questions que l'être humain en face lui posait. Et donc, d'un côté, il y avait une machine et de l'autre côté, un être humain qui répondait aux questions. Et donc, il fallait, pour la personne qui posait la question, identifier si les questions les réponses étaient apportées par un être humain ou une machine. Donc ça, c'était les premiers travaux en recherche en intelligence artificielle et c'était dans les années 50. C'est resté un petit peu désuet. C'est tombé en désuétude jusqu'aux années 2000, puisqu'en fait, il fallait imaginer à ce moment-là des ordinateurs avec des puissances de calcul largement supérieures à ce qui se faisait à l'époque. Et donc, c'est revenu à la mode depuis les années 80, entre les années 80 et les années 2000, avec les explosions des applications, en particulier grâce à la miniaturisation des processeurs et à leur développement exponentiel en termes de puissance.
Et donc, si on prend le cercle de droit, l'intelligence artificielle, c'est un grand magma, puisque la définition elle est relativement vague, dans lequel on peut mettre un peu toutes les méthodes numériques qui permettent finalement de résoudre des problèmes complexes. Dedans, j'inclus la modélisation. On va voir que ce que je fais moi dans mes travaux de recherche, c'est un petit peu en marge de ce que la communauté mathématique définit comme l'intelligence artificielle, qui est quelque chose d'un petit peu plus précis. Mais on peut voir sous le terme d'intelligence artificielle un peu tout outil numérique qui permet de résoudre un problème compliqué. À l'intérieur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui s'appelle l'apprentissage statistique, et ça, on va le détailler un petit peu après. C'est la façon dont la machine apprend de l'expérience. Et c'est en ce sens où l'IA peut être définie comme représentant une cognition humaine ou un cerveau humain, c'est cette faculté d'apprendre. Soit dit en passant, l'apprentissage de la machine, elle est finalement très bête et méchante. Et nous, on est beaucoup mieux taillés pour apprendre. On est des machines à apprendre depuis qu'on est tout bébé. Et donc, finalement, la puissance du cerveau humain ou de l'esprit humain est sans commune mesure, à l'heure actuelle, au-delà de ce qu'est capable de faire une machine, aussi complexe soit-elle. Une sous-classe des types d'apprentissage qui existent, il y a les réseaux de neurones dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont une forme finalement de modèle d'intelligence artificielle, qui est un modèle assez performant, mais qui est très obscur, puisqu'on est incapable d'expliquer comment ça fonctionne. Et après, donc ce réseau de neurones est une sous-classe, utilise l'apprentissage statistique pour fonctionner, et en fonction des différents réglages qu'on va faire dans ces réseaux de neurones, on peut définir ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui est une façon d'apprendre des informations en utilisant des modèles de réseaux de neurones qui sont extrêmement compliqués. Donc l'approche statistique de l'IA, on peut la définir comme celle-là, c'est de mettre en évidence des liens entre des observations en utilisant un modèle statistique. Ce modèle statistique comporte des variables, des paramètres qu'on va pouvoir modifier, qu'on va pouvoir ajuster, et qui vont être l'objet finalement de ces apprentissages, et qui peut être raffiné. Le modèle statistique en lui-même peut être modifié selon la connaissance qu'on a du problème. Là, cette phrase, elle est abstraite, mais on va l'illustrer au sein de quelques exemples. Là, si je vous prends une courbe, des points de données qu'on aurait pu mesurer chez des patients en réanimation qui ont une mesure du débit cardiaque et chez qui on va faire varier la précharge, par exemple en leur faisant une épreuve de remplissage, et ben on va pouvoir avoir différents débits cardiaques en fonction de la façon dont le cœur est rempli. Et donc, ces données-là, on les met sous la forme d'un tableau, d'une courbe, comme on peut voir là, enfin, d'un diagramme, comme on peut voir là, et on va essayer de prédire ou de lui donner un comportement qui nous paraît logique. Et donc, on peut résumer le comportement de ce débit cardiaque en fonction de la précharge pour ce patient donné sous la forme d'une fonction mathématique. Donc, ça fait appel à des notions peut-être un peu anciennes, mais des notions mathématiques. Là, il s'agit d'une courbe. On peut imaginer que cette courbe, cette fonction linéaire qu'on voit ici, là, elle représente assez bien les données. Et donc, cette fonction linéaire, elle est définie par une équation mathématique. Et donc, on l'écrit sous cette forme-là qui s'appelle y égale à x plus b. C'est une fonction linéaire. Y étant ici le débit cardiaque et x étant la précharge. A et B étant les paramètres qu'on va faire varier en fonction de ce qu'on veut observer. Ici, maintenant, là, je vous représente l'écart à la donnée, c'est-à-dire que mon modèle y égale à x plus b sera bien calibré, bien paramétré, si le A et le B que je lui mets permet d'avoir une erreur minimale entre l'ensemble de tous mes points. C'est-à-dire que si toute ma courbe est pas trop loin, si l'ensemble des points qui sont sur ma courbe n'est pas trop loin de l'ensemble des points bleus, ça voudrait dire que j'aurais bien paramétré mon modèle, et en tout cas, il ne pourra pas faire mieux que ça pour expliquer mes observations. Donc là, je crée un lien mathématique entre la précharge et le débit cardiaque. Avant, j'avais une observation entre la précharge et le débit cardiaque. Là, j'ai un lien
mathématique entre la précharge et le débit cardiaque, qui est défini, qui est contraint finalement par le modèle que j'ai choisi. J'ai choisi Y égale X plus B pour représenter ces données, et qui est, on va dire, paramétré, calibré par mon petit a et mon petit b. On peut imaginer, pour d'autres patients, avoir un autre a, un autre b, par exemple. Et ça nous donne une explication, c'est-à-dire que si j'ai suffisamment de points dans une population donnée avec des valeurs, un modèle que je vais fixer comme étant une fonction linéaire comme celle-là, avec des paramètres de population qui seraient fixés, et ben, peut-être que sur le patient d'après, je pourrais prédire, en fonction de ma précharge, quel sera mon débit cardiaque, ou en fonction de mon débit cardiaque, quelle sera ma précharge. Alors voilà, c'est un peu ça l'idée. Ce que je voulais vous dire là, c'est que le choix du modèle est important. Le choix du modèle est important parce que on a vu juste avant que, en prenant une fonction linéaire, on avait l'impression intuitivement que le choix que j'avais fait était relativement raisonnable. Maintenant, si je prends cette fonction-là avec un autre modèle mathématique, on voit que ce choix il paraît raisonnable aussi, et encore une fois, avec des paramètres A et B à régler pour que ma courbe grise colle le mieux possible aux données, ou qu'il y ait le moins d'erreurs, moins d'écart entre les données et la courbe grise, ce choix-là semble raisonnable également. Le choix du modèle est important. On voit ici aussi que ce modèle-là, mathématique-là, il est tout aussi cohérent, et il paraîtrait aussi intéressant pour expliquer les données. Pour l'instant, ça reste relativement abstrait. Et là, on commence à voir quelles peuvent être les potentialités, puisque je vous ai montré les courbes bleues qui pourraient représenter théoriquement une précharge, la relation entre la précharge et le débit cardiaque en physiologie, un homme jeune, une femme jeune qui n'a pas de comorbidité cardiovasculaire. On peut imaginer que le comportement du cœur peut changer s'il y a des comorbidités type une insuffisance cardiaque, une coronaropathie. Et peut-être que dans certains cas, un des choix de modèle que je fais va plutôt correspondre au patient insuffisant cardiaque versus le patient physiologie. Et donc, finalement, ça commence à devenir intéressant de savoir si mon patient il est insuffisant cardiaque ou pas, parce qu'en fonction de si mon patient il est insuffisant cardiaque ou pas, je vais peut-être choisir plutôt le modèle de fonction linéaire ou plutôt le modèle de fonction logarithmique. Donc, ça a un impact. Donc, au travers de cet exemple, c'était pour illustrer la phrase de définition que je vous ai donnée juste avant, mettre en évidence des liens entre des observations. Ici, ce sera le débit cardiaque et la précharge, au moyen d'un modèle statistique. Ici, c'est une fonction affine, une fonction logarithme, une fonction sigmoïde, lui-même contraint par ses paramètres. C'est les paramètres A et B que vous réglez qui va définir l'adéquation entre le modèle et les deux observations, et qui peuvent être affinés par une connaissance a priori. En fonction de la connaissance que j'ai du problème, on peut choisir tel ou tel modèle, ou partir de conditions initiales pour A et B qui seraient potentiellement différentes. Donc ça, c'est l'approche statistique de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence artificielle au sens large. L'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir avoir une explication de population entre des observations. Là, je vous ai montré un exemple sur des patients, sur un individu. Mais l'idée, ce serait que si on connaît, si on répète ce que je veux dire, c'est que si on a un ensemble de jeux de données qu'on aura pris dans une population, on va sûrement réussir à définir un modèle et des paramètres qui permettent pour le débit cardiaque et la précharge, par exemple, de donner une valeur générale pour la population. C'est-à-dire que j'aurai un modèle et des paramètres qui seraient forfaitaires pour toute ma population. Et donc, ça pourrait être c'est intéressant, parce que si le patient individuel que je vais traiter après, une fois que j'aurai défini mon paramètre et mon modèle pour la population, si je sais que ce patient appartient à la population, il y a de fortes chances
que si j'utilise les paramètres et le modèle que j'ai utilisé, que j'ai calibré sur la population, on arrive à retrouver les valeurs de débit cardiaque et de précharge pour ce patient-là. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce que je vous dis, c'est vrai si le patient il fait partie de sa population, mais quand je suis un peu en marge, mes prédictions vont être peut-être différentes ou peut-être fausses pour ce patient-là. Donc, la difficulté finalement de l'intelligence artificielle, c'est d'arriver, de la statistique d'une façon générale, c'est d'arriver vers une médecine personnalisée et de représenter une individualité pour un patient donné. Ce qu'on veut savoir finalement, c'est pas tellement de savoir si ma précharge et mon débit cardiaque elle fonctionnent d'une façon donnée pour toute la population. Ce que j'ai envie de savoir, c'est quand je traite mon malade qui est en état de choc, de connaître son débit cardiaque à lui, et pas celle de la population. Et toute la difficulté est là, et c'est finalement les grosses avancées qui ont eu lieu ces dernières années dans la recherche en intelligence artificielle, c'est de réussir à avoir suffisamment de données pour pouvoir définir les paramètres et les modèles dans suffisamment de conditions pour pouvoir approcher l'individualité. C'est-à-dire que l'ensemble des données, le volume de données que j'ai, me permettrait d'identifier toutes les conditions possibles envisageables pour lesquelles le modèle aurait une réponse, ou l'intelligence artificielle aurait une réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'intelligence artificielle? Comme je vous l'ai dit, il faut beaucoup de données, beaucoup de données, parce que c'est seulement si j'ai suffisamment de données que je vais générer ou agréger suffisamment d'informations sur ma population et donc sur mes patients et donc sur mes individus. Plus j'ai de données sur mes individus, plus j'ai de données qui se ressemblent, finalement, plus j'arriverai à définir des lois pour ces individus-là qui seront fiables. Donc, il me faut une donnée, il me faut des données, il me faut un modèle, on en a parlé avant, ça, encore une fois, le choix des modèles est important. Et il me faut des observations. Les observations sont finalement assez proches des data, assez proches des données d'une façon générale. Elles représentent l'objectif que mon modèle cherche à atteindre. C'est-à-dire qu'on va exploiter l'erreur entre ce que me prédit mon modèle et ce qui est réel pour pouvoir ajuster mes paramètres et donc faire de l'apprentissage. Le modèle apprend des observations et de ses erreurs. Les données, elles vont poser des problèmes en soi ou des difficultés, puisque la difficulté réside dans la gestion de leur volume. On a des énormes data centers qui poussent un peu partout tout le temps. Finalement, la difficulté, c'est comment on fait pour gérer un volume de données aussi important. Ça pose des problèmes en termes de stockage. Je vous parle des data centers, là, ces énormes entrepôts dans lesquels il y a des ordinateurs super puissants sur lesquels sont stockées les données. Ça pose des problèmes, ne serait-ce que environnementaux, puisqu'il faut une énergie considérable pour refroidir ces serveurs pour éviter qu'ils surchauffent. À tel point que pour contourner les problèmes d'énergie et de coûts que ça implique, Facebook, si je ne dis pas de bêtises, a mis en place des projets pour créer et construire des data centers au pôle Nord ou au pôle Sud, je ne sais plus, en tout cas au Groenland, dans les zones hyper froides, pour ne pas avoir besoin justement de générer de l'énergie pour refroidir ces serveurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important en termes de société, c'est que finalement, l'intelligence artificielle est relativement va consommer beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas tellement à la mode dans l'environnement actuel, qui est plutôt à la sobriété en termes de dépenses énergétiques. C'est un peu les mêmes problématiques quand on envisage finalement la 5G. Donc ça, c'est un problème en soi, ce qui n'est pas tellement votre problème à vous ni le mien, mais c'est important de l'avoir en tête. Il va y avoir des problèmes sur les données, des problèmes d'identification des zones d'intérêt. Donc ça, c'est hyper important. C'est qu'en fait, c'est hyper difficile quand on a 15 jours d'enregistrement
de données d'un patient hospitalisé en réa, d'identifier dans ce volume de données le moment où ça nous paraît pertinent d'analyser la donnée. C'est hyper dur. Si je veux avoir, par exemple, le score SOFA du patient à l'entrée, et que j'ai juste les constantes de type pression artérielle, la créatinine, ce genre de choses, au cours du temps, sur les 15 jours d'hospitalisation, en sachant qu'on peut avoir des remontées d'informations qui vont aussi proches que de l'ordre de la milliseconde. Hein. C'est que je peux avoir une valeur de pression artérielle toutes les millisecondes dans les informations qui reviennent sur ma base de données. Bah, comment je fais pour savoir quelle est la pression artérielle que je vais utiliser, en sachant que mon ordinateur ou mon système d'enregistrement, il va enregistrer aussi les artefacts, il va enregistrer aussi les flushs que vous utilisez quand vous flushez votre cathéter artériel. Il va y avoir le moment où le patient va lever le bras, par exemple. Bon, bah voilà, tout ça, je sais. L'ordinateur en soi, de base, il ne sait pas identifier quelle est la zone d'intérêt, et seul vous savez le faire, et pour pouvoir arriver à visualiser et à identifier quelle est la zone d'intérêt, bah ça, c'est pas facile. C'est un travail titanesque en soi. Il y a des problèmes d'anonymisation, ça, c'est pas facile non plus. Il y a des équipes de recherche dédiées qui travaillent là-dessus. Problème d'imperfection, donc ça, c'est un petit peu ce que c'est la notion que je voulais aborder avec vous, du bruit, et justement, c'est quand il y a un flush sur la pression artérielle, comment je la gère, comment l'ordinateur sait que ça, c'est du bruit et pas de la donnée réelle, de la donnée brute. C'est le petit encadré là qu'on voit en bas à droite sur ma diapositive. Hein. Le signal réel qu'on veut voir, c'est un signal là ici carré, et à côté il y a du bruit, et quand on combine le signal et le bruit, bah, ça donne un signal bruité. Et donc comment je fais pour savoir si l'information qui m'intéresse, elle n'est pas noyée dans le bruit. Et des fois on a des données qui sont enregistrées dont laquelle le bruit est plus important que le signal. Et donc l'imperfection de la donnée est pas évidente à appréhender. Et enfin, les problèmes de puissance de calcul, c'est pas donné à tout le monde finalement de pouvoir gérer un volume de données aussi important. Voilà où je voulais en venir. Donc encore une fois, la problématique de la gestion des données, c'est pas tellement votre problématique à vous, mais ça va être le problème de nos dirigeants, en particulier des hôpitaux, parce qu'eux vont devoir mettre en place des outils pour traiter ces données qui vont être après utilisées par les chercheurs et finalement par les développeurs pour pouvoir mettre en place des outils. Donc c'est important que ça ce soit, que vous sachiez finalement que tout ça existe et que cette problématique n'est pas une problématique simple. Donc, si on regarde les modèles maintenant, les modèles, c'est un lien finalement entre les données d'entrée, on va dire, ici sur cette photo, le petit garçon, et les observations, c'est ce que le papa, ce vers quoi va tendre la donnée finalement. Donc c'est le lien entre la donnée et l'observation. C'est en fait ni plus ni moins qu'un ensemble d'équations mathématiques plus ou moins complexes. Il peut y avoir des modèles extrêmement simples, il peut y avoir des modèles extrêmement compliqués. La solution du modèle, c'est le résultat, donc une simulation finalement. Le modèle, une fois qu'on applique l'équation y égale x plus b, il va nous donner une solution, et cette solution, elle est à confronter avec la finalité, l'observation qu'on veut approcher. Et si elle est juste, on aura bien choisi notre modèle et bien paramétré. Ça doit se rapprocher de l'observation. Donc le modèle, ici, ça a pour but de représenter un jeu de données par une simplification mathématique qui peut comporter une signification concrète ou non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les équations dont je vous ai parlé sont finalement très abstraites. Ici, si je reprends le débit carré qui est la précharge, et ben, si je prends l'équation y égale ln de ax plus b, donc une fonction de logarithme, bah, c'est très abstrait, ça ne me parle pas. Qu'est-ce que je peux en dire? Pas grand-chose. La seule chose que je peux en dire, c'est que si je connais x à un moment ou à un autre, et ben, peut-être que je pourrais prédire y. Voilà, si a et b sont bien calibrés. À l'inverse, si j'ai un modèle un petit peu plus fin, là un modèle numérique de cœur et vaisseau, si je sais
représenter un cœur qui représenterait le cœur d'un malade, et ben, lui, finalement, pourrait me donner des informations intéressantes sur la précharge et le débit cardiaque, si j'arrive comment dire, à avoir un modèle suffisamment performant. Typiquement, si on part d'une observation d'une fibre musculaire de cœur et que j'arrive à définir une loi mathématique qui régit l'effet qu'a l'étirement sur la contraction suivante, c'est-à-dire que si j'étire les fibres musculaires et que je les active avec une activation électrique et que je la regarde se contracter par la suite, si j'arrive à définir une loi qui me dit plus j'étire la fibre électrique, plus elle va se contracter fort, et que j'arrive à régler les paramètres de cette loi-là, celle-là, elle a peut-être du sens si je dis que cette loi, elle dépend finalement de la quantité de calcium qu'il y a dans la fibre musculaire, de la température extérieure, de ce genre de choses. Et si ce modèle-là il est bien calibré, bien paramétré, la relation débit carré précharge aura un sens physiologique. Parce que ça va dépendre de la température de la pièce, de la concentration en calcium, ce genre de choses, alors que dans l'équation y égale ln de ax plus b, finalement, ma relation mathématique, elle n'a pas de sens. Elle a un sens mathématique, mais pas un sens concret. Et donc, voilà, si je peux faire un peu le parallèle entre les deux types de modèles qui existent, il y a les modèles qui dépendent un peu du big data, ce que j'appelle la phénoménologie, c'est-à-dire utiliser des équations mathématiques relativement abstraites mais qui représentent bien un problème, les modèles statistiques. Et donc, on peut les voir un peu comme une boîte noire, ces modèles-là, puisqu'en fait, on a des données d'entrée. On peut dire la taille, par exemple, la taille des patients d'une population, et l'effet, la mortalité cardiovasculaire. Et on va utiliser des modèles statistiques, donc, des équations mathématiques plus ou moins abstraites, qui vont être paramétrées, calibrées, pour prédire la mortalité cardiovasculaire. Et donc, on va mettre en place un lien entre la taille des patients et la mortalité cardiovasculaire. Ça ne dit pas si la taille, la relation de cause à effet, voilà ce que je voulais dire, la relation de cause à effet entre la taille et la mortalité cardiovasculaire. Ça veut juste dire qu'il existe une association entre la taille et la mortalité cardiovasculaire. Pour pouvoir utiliser cette boîte noire, on peut avoir des associations très fortes. C'est extrêmement performant pour mettre en évidence des associations, justement. Et pour pouvoir avoir ça, il faut un volume de données suffisamment important, c'est-à-dire qu'il faut une représentation suffisamment importante de patients petits, de patients moyens, de patients grands, et de voir si parmi les patients petits, les patients moyens, les patients grands, les patients petits, par exemple, ils meurent plus que les patients grands. Si ça c'est le cas, mon modèle statistique sera hyper performant pour mettre en évidence une association entre la taille et la mortalité cardiovasculaire. Néanmoins, ça paraît, d'un point de vue physiologique, assez, difficile de mettre en évidence, ou en tout cas d'expliquer pourquoi la taille est associée à la mortalité cardiovasculaire, et encore plus de dire les gens sont plus morts parce qu'ils sont petits. Ça paraît bizarre. Néanmoins, l'association existe, et il y a probablement des facteurs confondants qui ne sont pas pris en compte si je regarde juste cette information qui est la taille et la mortalité cardiovasculaire. Néanmoins, le modèle statistique, le big data, la phénoménologie ne préjuge pas du tout des relations cause à effet, et c'est une des limites qu'on peut lui apporter, en plus du fait que ça a un côté un peu magique, on ne connaît pas bien les explications de pourquoi le modèle finit par trouver des liens en termes d'intelligence artificielle. Et enfin, il y a l'autre approche qui est l'approche basée finalement sur des connaissances physiques, biologiques, physiologiques. C'est les lois physiques qu'on apprend à l'école. C'est les lois de la gravité, typiquement, ça c'est un modèle. Quand on mathématise la physique et qu'on définit des équations qui régissent le monde, les forces, tout ça c'est des lois, c'est des modèles. Et donc, dans le cadre de l'humain, et de plus en plus, en tout cas appliqué au côté cardiovasculaire, on peut
imaginer des modèles biologiques, comme on fait dans notre laboratoire, hein, des modèles biologiques de cœur et vaisseau. Et donc, on va se baser sur des données d'entrée. On va imaginer qu'on connaît la volémie et la taille du cœur du patient. Que cette volémie et la taille du cœur du patient, on va dire à notre modèle, voilà, le volume de mon cœur, c'est ça, la taille de mon cœur, c'est ça, la façon dont il se contracte, parce que j'ai l'ECG en continu, là, il va se contracter de cette façon-là. Et il va me simuler un débit cardiaque. Il va me simuler un débit cardiaque. Et donc, la grosse différence par rapport au modèle statistique, c'est que là, je préjuge absolument des relations de cause à effet. Si je change la taille de mon cœur, si je prends un cœur plus petit, mon débit cardiaque va être modifié. Et donc, je saurais que mon débit cardiaque est modifié uniquement parce que j'ai changé la taille du cœur. Et la relation de cause à effet, elle est directe. La contrainte que ce type de modèle impose, c'est que il a besoin de données relativement riches. Il n'y a pas besoin de beaucoup de données en termes de nombre de patients, par exemple. Et pour pouvoir avoir des informations fiables, il faut que je connaisse suffisamment comment se comporte le cœur du malade pour pouvoir avoir une estimation de son débit cardiaque fiable. Si, par exemple, dans mon modèle, je n'ai besoin de mettre que la taille du cœur du malade, probablement que le débit cardiaque qu'il va me donner, ça va être quelque chose de relativement approximatif. En revanche, si je connais et la taille du cœur du malade, la volémie, la façon dont il se contracte, la contractilité, si je connais également sa rigidité, comment le cœur est conformé, s'il y a une forme un peu bizarre, s'il a déjà eu un infarctus, ce genre de choses, ben, au fur et à mesure que je rapporte de la richesse en termes de données sur ce cœur-là, probablement que le débit cardiaque que la simulation va me donner se rapproche du débit cardiaque réel du patient. Je voulais juste attirer votre attention sur ce modèle un petit peu particulier qui est le réseau de neurones, puisqu'en fait c'est le modèle actuellement le plus utilisé pour faire de l'apprentissage. Je vous ai parlé de l'apprentissage statistique et de l'approche statistique auparavant. Pour faire de l'apprentissage, en particulier de l'apprentissage profond et actuellement de l'IA au sens commun où on l'entend, c'est le réseau de neurones qu'on utilise. En fait, c'est un modèle extrêmement bête, où on prend en entrée A et B qui sont des observations et on va prendre en sortie une réponse binaire de type 0 ou 1, de type oui et non. Entre A et B et 0 ou 1, il y a des petites fonctions qui, elles, également répondent en 0 ou 1. Et en fait, ce qui va définir la réponse du réseau de neurones, c'est la façon dont on va activer ces différents neurones. Je ne sais pas si... Non, donc, la façon dont on va activer ces différents neurones, elle va être réalisée par finalement l'importance qu'on va mettre sur les liens qu'il existe entre A et ces petites fonctions. C'est-à-dire qu'on va mettre un poids entre A et mes fonctions, entre mes fonctions et ma sortie. Et ça va permettre d'ajuster le résultat. C'est relativement après ce que je vous dis, mais c'est ce qui est important dans cette diapositive, c'est de garder en tête que ce qui fonctionne dans le réseau de neurones, c'est le fait d'avoir plusieurs petites fonctions unitaires qui vont être activées de façon différente en fonction de ce que je vais lui dire en entrée, et en fonction de la force avec laquelle les petits neurones, les petites fonctions vont être activées. En particulier avec les poids, on va ajuster la réponse binaire 0 ou 1. Est-ce que mon modèle a raison ou tort? Ça va être ça la sortie. Donc l'observation, c'est une donnée observée à laquelle on confronte les résultats du modèle qui permettent d'ajuster les paramètres du modèle. On va discuter du réseau de neurones un petit peu. Donc, si je repars de cette diapositive débit cardiaque précharge, je vous ai rapidement parlé tout à l'heure de l'utilisation d'une fonction, d'un modèle qui va essayer d'approcher le comportement général de cette relation. On va essayer de minimiser l'erreur entre les données et les résultats de ma fonction.
si la somme des erreurs entre ma donnée observée et mon modèle est la plus faible possible, et ben, j'aurais bien calibré mon modèle, j'aurais bien paramétré mes petits a, mon petit b. Et ça me permet de finalement définir un modèle qui a du sens, et en tout cas le moins mauvais possible. Minimiser l'erreur revient à optimiser les paramètres du modèle afin de se rapprocher au maximum de l'observation. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Si on reprend l'exemple du réseau de neurones, optimiser un réseau de neurones finalement revient à ajuster les poids, les différentes lignes, les différentes associations entre mes entrées et mes neurones pour avoir une simulation qui se rapproche le plus possible de l'observation. L'idée étant que à la première simulation, il existe une erreur qui est nécessaire entre la simulation, le résultat du modèle et l'observation finale. Si je prends ici la courbe bleue et rouge, on dit que c'est l'évolution de la pression artérielle au cours du temps. La courbe bleue étant l'observation, la courbe rouge étant la simulation. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au temps 1, il existe une différence entre la simulation et l'observation. Et ben, au temps d'après, mon modèle corrige, on va changer les poids de telle façon à ce que l'erreur soit plus petite. Et ainsi de suite, de proche en proche. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, le modèle améliore les poids respectifs appliqués aux différents neurones, de telle façon à minimiser l'erreur entre l'observation et la simulation, pour pouvoir arriver à une prédiction qui est proche finalement de la réalité. C'est ça l'idée de l'apprentissage, et c'est ça l'idée d'utiliser le réseau de neurones. L'apprentissage, donc, c'est en d'autres termes le processus par lequel un modèle stocke une connaissance a priori sur le problème posé. Bon, voilà, c'est une définition un peu compliquée pour résumer ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire qu'on modifie les différents poids, les différents paramètres. Hein, c'est dans la fonction linéaire dont je vous ai parlé juste avant, c'est régler le paramètre A, le paramètre B, pour que le résultat du modèle ressemble le plus possible à un comportement physiologique. Et donc, pour pouvoir faire ce processus d'apprentissage, il y a deux étapes finalement. Une étape d'entraînement dans laquelle on va définir ses paramètres, définir ses poids. On prend une population de patients suffisamment large qui représente suffisamment la problématique à laquelle je veux répondre, et je vais appliquer mon réseau de neurones, appliquer mon modèle pour essayer de répondre à ma question. Et donc, mon modèle, mon algorithme, il va ajuster ses poids de telle façon à ce que les simulations du modèle ressemblent aux observations que je vois chez mes malades. Ça permet d'avoir une réponse qui est en général proche de 100% si on évalue le taux d'erreur. En tout cas, d'avoir le taux d'erreur le plus bas possible. Néanmoins, ça expose à un problème, c'est-à-dire que si ma population dans laquelle j'ai fait cet entraînement n'est pas finalement aussi représentative ou aussi caractéristique de ce que je vais retrouver en réalité, et ben, peut-être que ma prédiction sur ma population réelle va être différente. Parce qu'en fait, j'aurais surentraîné mon modèle à représenter la population de test et pas tellement la population réelle dans laquelle je veux qu'elle fonctionne. Et donc, la deuxième phase, une fois qu'on a entraîné notre modèle, c'est une phase de validation dans laquelle on prend une population autre qui cherche aussi à représenter la problématique que je me pose, et je vais tester les paramètres que j'ai trouvés, les poids que j'ai définis, et je vais valider que sur cette population-là, eh ben, ça marche pas trop mal, bien ou pas trop bien. Et donc l'idée, c'est que les paramètres finaux que je vais choisir vont être une balance entre la façon dont je vais entraîner mon algorithme et la façon dont je vais le valider, justement. Trouver le meilleur compromis entre les deux étapes. Voilà, donc c'est ce que je redis là. Si ma population est suffisamment bien caractérisée, c'est-à-dire que si j'ai un volume de données suffisant, alors le modèle, quand il est bien paramétré, pourra prédire le comportement de la population. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y a quand même pas mal de choses
qui doivent être un prérequis en fait pour que ça marche, et qu'il faut que j'ai beaucoup de données en entrée, hein, d'abord, beaucoup de données, que l'hypothèse sur le modèle ait été satisfaisante. J'utilise un modèle qui me permet d'avoir une réponse satisfaisante. L'avantage du réseau de neurones, c'est qu'on oublie finalement la qualité du modèle, vu que c'est des modèles très unitaires, et toute la force de l'utilisation de ce modèle réside dans les différents poids qu'on va appliquer. Donc, c'est vraiment l'idée d'apprentissage qui est derrière ce réseau, et pas tellement le modèle. On met vraiment en avant le côté apprentissage. Et donc, si ce modèle-là il est bien paramétré, bien configuré, quand je vais avoir un patient individuel par la suite, si ce patient est bien représenté par ma population, il y a de fortes chances que mon modèle prédira le comportement de ce patient. C'est ça la force de l'IA. En tout cas, c'est là où on tend, vers là où on veut aller. Et donc, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est efficace ? On revient à la question de l'équation et du serpent. C'est efficace pour ce qu'on lui demande de faire, finalement. Et pour ce qu'on lui demande de faire, c'est extrêmement efficace. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des algorithmes d'IBM et de Google, hein, Watson et DeepMind. C'est des algorithmes qui sont extrêmement efficaces pour faire des tâches de calcul complexes. L'être humain est beaucoup plus pénalisé pour ce genre de tâches. Et typiquement, on en a entendu parler il y a quelques années, puisque IBM, Watson et DeepMind avaient respectivement battu les plus grands joueurs d'échecs, les plus grands joueurs de Go, les plus grands joueurs de Jeopardy, qui sont des jeux télévisés ou autres, ou pas, mais complexes, qui font appel à des raisonnements logiques et mathématiques. Et donc, ces algorithmes d'intelligence artificielle étaient plus performants finalement que l'esprit humain. Est-ce que c'est efficace en médecine ? Il y a des applications, en particulier en radiologie, où c'est extrêmement efficace. Il y a eu, encore une fois, il y a quelques années, des expériences qui ont été menées sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui essayaient de classer des images radio selon la nature cancéreuse en tout cas de l'anomalie qu'il y avait sur l'image radio. Et il y avait en face de ces algos d'intelligence artificielle, de mémoire, je crois, 200 radiologues, et qui relisaient les images radio. Et finalement, il avait été montré dans cette étude que l'intelligence artificielle faisait mieux. Donc, l'intelligence artificielle est très performante pour l'analyse d'images, par exemple. Donc, effectivement, c'est efficace. Encore une fois, c'est très efficace pour réaliser des tâches complexes que l'être humain a du mal à réaliser. C'est peut-être moins efficace quand il va s'agir d'avoir de l'empathie pour les malades. Donc, on va en reparler un petit peu après. Donc, voilà un peu comment fonctionne l'IA. Je suis désolé, pour pouvoir comprendre la façon dont ça fonctionne et quels sont les enjeux, il fallait un peu passer par ces notions un peu abstraites de mathématiques, mais c'est important. Et en particulier, c'est important pour appréhender les considérations éthiques qu'on peut avoir avec l'IA. Donc là, les principales considérations éthiques que je voulais discuter avec vous, c'est finalement l'aspect magique que ça a. Le réseau de neurones, encore une fois, ajuste des poids en fonction de l'apprentissage, mais en fonction des observations et de l'erreur. Il se nourrit de l'erreur qui est réalisée entre les observations et les simulations. Mais il ne préjuge aucunement des liens physiologiques, physiopathes, physiques qui existent entre l'observation et la réalisation. Et donc, il y a un aspect magique qui est un peu difficile à envisager quand on fait de la science ou de la médecine, c'est qu'on aime bien comprendre pourquoi des liens existent, pourquoi des différences existent. Et ça gêne un peu en sachant qu'on est en plus incapable de comprendre comment marche un réseau de neurones dès lors qu'il y a plus de 3 couches de neurones qui sont incluses dans le modèle. Donc ça, c'est un peu dérangeant.
Ce qui est un peu dérangeant également, c'est l'aspect dont on parlait tout à l'heure quand on questionnait la voiture autonome, c'est la délégation de la prise de décision. Finalement, est-ce que quand on imagine un ordinateur qui prend le contrôle de votre voiture, comment va réagir l'ordinateur en face de décisions complexes à prendre? Le rapport de Cédric Villani illustre bien cette problématique, parce qu'il illustre tout au long de son rapport, il illustre son rapport pardon, tout au long du livre, avec des exemples concrets de littérature de science-fiction. Et à l'intérieur de cette question de la voiture autonome et de l'éthique de l'IA, il y a un paragraphe qui traite de fiction, hein, mais qui met en scène un couple qui est en train d'acheter une voiture autonome, et ils ont un questionnaire à remplir au départ sur la façon dont doit réagir la voiture autonome en cas de problème. Typiquement, vous arrivez en ville, vous avez une voiture autonome qui roule à une vitesse certaine, et d'un coup surgit un enfant qui se jette sous votre roue. La voiture, elle a deux choix possibles. Soit elle se met dans le décor et elle vous tue, soit elle tue l'enfant. Et donc, la décision éthique, dans le cadre de la voiture autonome, elle est livrée à la machine, finalement. Comment la voiture autonome gère ça? Et bien ça, c'est une vraie question éthique. Qui on tue? Est-ce qu'on tue soi-même ou est-ce qu'on tue l'enfant? Là, instinctivement, vous seriez au volant de la voiture, vous donneriez un coup de volant, vous réagiriez par réflexe, vous n'auriez même pas le temps de penser pour essayer d'éviter l'enfant. Probablement que vous vous tueriez, mais vous auriez fait un choix. Mais le choix, il est guidé par le réflexe. La voiture autonome, il faut définir comment elle réagit dans ce cas-là. Est-ce qu'on choisit de tuer l'enfant? Est-ce qu'on choisit de se tuer soi-même? Et donc, si je reprends la fiction dont je vous parlais dans l'ouvrage de Cédric Villani, le couple là, dans le formulaire qu'ils ont à remplir, ils doivent choisir comment la voiture autonome va réagir. Et donc là, à froid, vous devriez imaginer si vous tuez l'enfant ou si vous tuez vous-même. Un autre exemple, toujours sur la voiture autonome, vous avez maintenant pas un enfant qui surgit, mais 5 vieux qui surgissent. Et vous avez le choix de tuer soit l'enfant, soit les 5 vieux. Qui est-ce que vous choisissez? Et si vous rajoutez des notions complexes que peut-être l'IA pourra apporter, c'est-à-dire si vous apportez une connaissance a priori sur, vous savez quels sont les parcours des vieux et des jeunes, là en l'occurrence, ou ce qu'ils vont devenir. Exemple, le petit jeune qui va surgir, c'est un futur Hitler, et les 5 vieux qui vont surgir, c'est des bienfaiteurs de l'humanité qui ont réalisé plein d'œuvres de bonté pour la pauvreté dans le monde, pour l'environnement. Et ben voilà, qui vous allez choisir de tuer? Tout ça, c'est des décisions, des problèmes éthiques liés à la prise de décision, dans lequel il paraît difficile de déléguer cette prise de décision à des outils d'intelligence artificielle, alors qu'on est en train justement de leur donner de plus en plus de pouvoir. Donc si la voiture autonome, elle n'est pas encore, sur le marché, entre guillemets, c'est pas pour des raisons techniques, c'est vraiment pour des raisons éthiques. Il y a une autre considération éthique qui est que le côté apprentissage statistique, réseau de neurones, big data, entraîne une surreprésentation d'un certain type de données. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure quand on regardait la diapositive avec les bonhommes, l'homme fort, là, fait par la population. C'est que l'algorithme, il est entraîné par les données qu'il a. Si j'ai des données qui sont sous-représentées, typiquement les maladies extrêmement rares, qui peuvent, si je reprends l'exemple du débit cardiaque, avoir un cœur qui fonctionne de façon complètement différente, mais qui ont des caractéristiques similaires, le poids, la taille, les maladies cardiovasculaires, tout ça, mais un cœur qui fonctionne différent de la population générale. Mais finalement, mon algorithme, il n'aurait pas été entraîné avec ces données-là, puisque par définition, je n'ai pas de données.
mon algo, il va me donner un résultat sur ce qu'il connaît et pas sur ce qu'il ne connaît pas. Donc, pas sur mon individualité, pas sur mon irrégularité. Or, c'est pourtant ça que je cherche à traiter. Donc, la surreprésentation d'un type de données est un problème. Un exemple un petit peu plus large que la santé, c'est que Microsoft, encore une fois, il y a quelques années, avait lancé un chatbot sur les réseaux sociaux. Donc, un chatbot, c'est un ordinateur qui va répondre aux internautes, qui va dialoguer avec les internautes, tout à fait automatisé. Et en fait, il apprenait des réponses. Il était lancé complètement vierge. Elle s'appelait Tai, ce chatbot. Vous pourrez regarder sur Wikipédia, sur Google, un peu le comportement et le résultat de l'expérience. C'était un chatbot qui n'était pas du tout supervisé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de modération. Il apprenait ce que les internautes lui disaient, lui donnaient comme information. Sans restriction aucune, sans modération aucune, et il interagissait finalement avec les internautes. En moins d'une semaine, les propos tenus par Taï étaient devenus racistes, homophobes, avec des propos nazis. Probablement que ça montre un peu les dérives, quand il n'y a pas de supervision, quand il n'y a pas de contrôle. Ça montre un peu aussi l'idée de la surreprésentation d'un type de données, parce que probablement que les personnes qui interagissaient avec ce bot étaient probablement des personnes racistes, homophobes, voire ce qu'on appelle des trolls, hein, qui par provocation mettaient des propos politiquement incorrects, on va dire. Et donc ça pose problème aussi parce qu'on ne peut pas du coup laisser sans supervision des algorithmes d'intelligence artificielle qui leur laisser le pouvoir ou leur laisser des prises de décision importantes sans que ce soit contrôlé, supervisé. Et donc on voit à partir de la façon dont ça fonctionne et des risques, des enjeux qu'il va y avoir, que finalement, même si c'est très puissant, même si ça paraît super performant, il va y avoir besoin d'une interaction ou d'une intervention de l'être humain pour pouvoir contrôler l'IA et éviter qu'il se passe n'importe quoi. On a besoin des humains pour finalement avoir une utilisation qui nous aide de l'intelligence artificielle et pas qui nous pénalise. L'interaction soignant-machine, quand on regarde finalement les soignants, est importante. Et elle est importante pour plusieurs raisons. On va les détailler par la suite, mais Monsieur Villani, encore une fois, définit l'interaction soignant-machine comme une aide au diagnostic. Le développement de l'IA, si on lit ses propos, est appelé à transformer en profondeur les pratiques des professionnels de santé. Aide au diagnostic, appui à la construction d'une thérapie, suivi évolutif des patients. Il n'est absolument pas question de remplacer les médecins par les machines. L'enjeu, c'est d'organiser des interactions vertueuses entre l'expertise humaine et les apports de l'intelligence artificielle dans l'exercice quotidien de la médecine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée, c'est encore une fois que l'IA nous aide, mais pas qu'elle nous remplace. Elle pourra peut-être nous remplacer dans certaines tâches un peu automatiques, un peu techniques, mais probablement qu'elle va quand même avoir besoin de contrôle, l'exemple de taille, par exemple, pour pouvoir fonctionner correctement. Elle va probablement avoir besoin de votre intervention ou de notre intervention pour finalement la qualité des données, pour pouvoir apprendre correctement aux machines à faire face aux problématiques qu'on lui pose. Et donc, il va y avoir une interaction qu'on va pouvoir mettre en parallèle. D'une part, les sciences techniques, sur lesquelles on va probablement déléguer les problématiques, les techniques d'intelligence artificielle, le diagnostic, comme je vous ai parlé par exemple pour les radiologues, le suivi, les suggestions thérapeutiques, on va en parler un petit peu après, et les sciences humaines, l'empathie, l'accompagnement, l'éthique. Tout ça, c'est des vertus que l'intelligence artificielle n'arrivera, en tout cas pour l'instant, probablement pas dans l'immédiat, n'arrivera pas à faire. Et ça, c'est des qualités humaines que nous, on va devoir développer, qui vont, finalement, l'IA nous laissera probablement plus de temps pour arriver pour utiliser ce genre de
de sciences humaines, finalement. On aura plus de temps pour faire de l'humain auprès des malades. C'est ça l'idée. L'interaction soignant-machine, comme je vous l'ai dit juste un tout petit peu avant, va permettre aussi d'améliorer la qualité des algorithmes d'IA. Les professionnels de santé vont jouer un rôle fondamental dans l'expérimentation et l'entraînement des intelligences artificielles à des fins médicales dans des conditions réelles. Les données cliniques sont des sources d'apprentissage permanent des IA. Il est donc nécessaire que les professionnels de santé soient sensibilisés et formés pour encoder ces informations de manière à les rendre lisibles et réutilisables par la machine. C'est exactement ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur le big data, sur la qualité des données, l'anonymisation. Tout ça, on va probablement avoir un impact. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on va avoir une action consciente ou inconsciente là-dessus, mais en tout cas, c'est extrêmement important que les données soient qualitatives pour éviter que la machine apprenne des choses complètement aberrantes. Parce que si on veut que ça reste une aide, il faut que la machine reste assez proche de la vérité finalement. Si les données qu'on lui donne sont fausses par définition, l'intelligence artificielle ne pourra pas faire mieux que l'erreur qu'on lui donne, avec laquelle elle se nourrit. S'il y a trop de bruit dans les données, l'IA va apprendre du bruit. Elle ne va pas apprendre la réalité, elle va apprendre du bruit. Et ça va poser des problèmes, mais ça va probablement nécessiter une intervention de notre part, peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas de nos dirigeants et de nos ingénieurs et de nos dirigeants d'hôpitaux et peut-être certains d'entre nous qui vont travailler à faire en sorte que tout ça soit fonctionnel et utilisable. Quelques exemples d'applications de ce qui se fait déjà en termes de recherche. Pour l'instant, l'IA, c'est quand même assez vague, assez loin, mais on voit qu'il y a un potentiel. On voit qu'il y a un potentiel et on va voir un potentiel. Pourquoi? Parce que là, je suis resté volontairement très abstrait. Je vais vous donner quelques exemples d'applications. Là, on a un algorithme qui avait été mis en place dans des unités de réanimation en Angleterre, à Cambridge exactement. Et l'expérience était de partait du constat que dans la prise en charge des patients en sepsis ou en choc septique, il y avait un facteur humain qui déterminait le tempo avec lequel les médicaments étaient administrés et l'application finalement aux recommandations internationales sur la prise en charge des patients en choc septique. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, depuis quelques années, que time is money et l'administration du traitement antibiotique doit être réalisée instantanément dès qu'on a réalisé les prélèvements biologiques, par exemple, nécessaires au diagnostic d'infection. On ne doit pas tarder, on ne doit pas prendre du temps pour faire ce genre de choses. Et donc, on s'est aperçu, le constat, il était de dire que si on prend les pratiques courantes, on voit qu'il y a finalement un délai relativement important qui peut varier en fonction des personnes, en fonction des endroits, entre le moment où on aurait dû mettre ces médicaments en place et le moment où ils sont réellement mis. À partir du moment où il y a des recommandations, on peut mettre en place des procédures et donc l'idée, c'était de dire que si on avait un algorithme qui émettait des suggestions de traitement, de choix de traitement, de délai de traitement, de moment à partir du moment où on allait mettre le traitement, est-ce qu'en utilisant cet algorithme avec des petits warnings, ça changeait les pratiques du docteur et on pouvait avoir une finalité, un effet sur la mortalité. Et donc, dans cette étude, c'était des études simulées, hein, c'était pas sur des il y avait des vraies données, mais c'était pas une étude prospective randomisée. Mais en tout cas, ce qu'ils avaient observé, c'est que dans l'estimation et dans la potentielle réduction de mortalité attendue en utilisant les algorithmes de suggestion, on pouvait gagner 3,6% de mortalité estimée. Ce qui n'est pas négligeable. Et au final, on voit ici que dans cet exemple-là, l'intelligence artificielle n'est pas trop intrusive. Elle prend en compte les données du malade
au temps T, elle connaît les procédures de bonne pratique qu'il doit y avoir et elle donne juste au docteur des suggestions, des alertes sur le moment et le choix du médicament au moment où il doit être administré. Et donc ça, c'est hyper intéressant puisque ça permet de dire qu'effectivement, il y a un facteur humain qui est finalement non négligeable et potentiellement améliorable sur la prise en charge des malades qu'on pourrait améliorer avec des outils d'intelligence artificielle. Là, dans cet exemple-là, on peut voir une interaction soignant-machine qui est vertueuse avec un effet direct sur la mortalité. Dans la même idée, il y a actuellement en région parisienne une volonté de faire un peu le même travail dans le cadre du traumatisme, du polytrauma. Ça s'appelle donc la traumabase qui est en place là, actuellement depuis quelques années sur Paris, recueille les données des patients préhospitaliers. Et le projet, parce que là c'est un projet, c'est pas une étude, c'est pas réalisé, mais le projet, c'est de challenger un peu la chaîne de survie, à savoir depuis l'appel de détresse réalisé par l'accidenté jusqu'à la prise en charge en réanimation. Finalement, chaque étape, que ce soit depuis l'appel, le préhospitalier, l'accueil au déchaînage, le bloc opératoire et la prise en charge en réanimation, toutes ces étapes-là ont fait l'objet de recommandations avec des procédures qui ont été mises en place, qui peuvent être appliquées, des guidelines. Et l'idée, c'est de dire, est-ce que si à chaque étape de la chaîne de survie, mon algorithme vérifie que toutes les cases ont été cochées, comme une sorte de checklist, et si une des cases manque à l'instant T, si cet algorithme fait des suggestions, est-ce que la prise en charge aidée par l'algorithme d'IA permet d'améliorer le pronostic, la mortalité, les comorbidités, tout ça? Si on arrive à montrer ça, c'est génial. C'est bingo, on a fait un effort, on a fait un pas supplémentaire pour la bonne prise en charge des malades. Et encore une fois, là, on voit un cercle, une interaction patient-machine qui est plutôt vertueuse, sans qu'elle soit trop intrusive, sans prise de décision de la part de la machine. Un autre exemple d'application de l'IA, et là on est plutôt dans l'apprentissage statistique, une équipe de San Francisco avec un médecin français comme premier auteur de ce papier, publié dans le Lancet, donc prestigieuse revue scientifique, qui s'intéresse à la prédiction de la mortalité des patients quand ils arrivent en soins intensifs. Le constat à ce moment-là, c'était de dire les scores qu'on utilise pour prédire la mortalité, c'est des scores qui ont l'avantage d'être pas mal pour les études cliniques, pas mal pour le codage, pas mal pour définir si on a besoin d'argent en réanimation ou pas, parce que ça définit les moyens, la gravité, tout ça. Néanmoins, on s'était rendu compte que ce n'était pas terrible pour prédire la mortalité individuelle de mon patient, puisque le SOFA et le SAPS, qui sont les scores principaux de gravité d'admission en réanimation, permettent globalement de prédire la mortalité avec une fiabilité de 70%. C'est-à-dire que dans 30% des cas, le modèle se plante. Et c'est des modèles linéaires, hein, c'est AX plus B, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, l'idée de Romain Piracchio et de l'équipe de San Francisco, c'était de ne pas faire d'hypothèse sur des modèles, ou en tout cas d'utiliser plein de modèles divers et variés, pas seulement uniquement du Y égale AX plus B, c'est de prendre plein de modèles et de les associer entre eux pour avoir une prédiction la plus précise possible à l'échelle individuelle. C'est de la micro-prédiction, si on peut dire ça comme ça. Et donc, dans ce papier, ils ont montré justement que la prédiction elle était plus proche de 94% que de 70%. C'est-à-dire qu'en utilisant l'algorithme, celui-là, qui utilise les mêmes bases mathématiques, hein, on prend une population d'apprentissage, on prend plein de modèles, on définit les paramètres qui vont bien au modèle pour prédire la mortalité des patients le plus proche de 100%.
On fait cette étape d'entraînement, on reprend une autre population, on valide les paramètres qu'on avait trouvés à la phase d'entraînement et le résultat, il est là, c'est 94% de prédiction, 94% de prédiction, on va dire, positive. Donc, si je prends un patient lambda, quand il est en réanimation, je suis capable à 94% de dire s'il va mourir ou vivre. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin dans la discussion, la difficulté, c'est de dire, OK, je suis capable de prédire s'il va survivre ou vivre, et alors, qu'est-ce que je fais? Je ne le prends pas en réanimation, je le laisse mourir, ou alors est-ce que ma pratique de la réanimation va améliorer la survie, et dans ces cas-là, ma pronostication, elle sera fausse. Donc voilà, là, on rentre dans d'autres considérations, mais en tout cas, encore une fois, là, ça peut, dans certaines conditions, peut-être aider le réanimateur à, à choisir peut-être son malade si à l'arrivée en réa, on a un malade qui a 100% de chance de mourir à 1 an, et ben, est-ce que ça vaut le coup de lui attribuer toutes ces difficultés, cette intubation, les douleurs liées à ça, la souffrance morale, psychologique pour le patient, pour la famille, la dénutrition, la rééducation. Si à la fin, quand il ne sort jamais de l'hôpital, si mon algo me dit bah, il y a 100% de chance qu'il n'y arrive pas, s'il y a 100% de chance que ce patient décède à 1 an, bah, est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dedans? Si mon modèle est suffisamment précis, suffisamment vrai, bah, peut-être que ça peut servir. Si à l'inverse, quand mon patient arrive en réanimation, on nous dit bah, il y a 30% de chances qu'il survive, et bah, alors on y va à fond les ballons, et peut-être que ça peut être une aide finalement, c'est ce genre d'algorithme, à faire du tri à l'arrivée en réanimation et pas admettre en réanimation des patients qui n'ont rien à y faire finalement. Voilà, je pense aussi, sans trop me tromper, que cet auteur et cette équipe ont appliqué les mêmes stratégies mathématiques dans la prédiction de l'hypotension. C'est-à-dire qu'ils étaient capables, 15 minutes avant, de prédire la survenue d'un épisode d'hypotension chez les patients en réanimation. Ok, donc ça c'est pareil, la prédiction c'est intéressant, mais encore une fois, si je ne suis pas capable de mettre en place des actions, si je ne suis pas capable de savoir pourquoi le patient va être hypotendu, bah, je n'aurai pas d'action à mettre en place, et dans ces cas-là, la seule chose que je pourrais dire, bah, c'est l'algo il avait raison, l'algo il avait tort. Et à l'inverse, si je mets en place une action thérapeutique qui est efficace, je dirais l'algo il avait tort, et je ne saurais jamais si l'algo il avait raison ou tort. Bon, c'est compliqué. Néanmoins, on sait qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que la moindre hypotension, que ce soit au bloc opératoire ou en anesthésie, est délétère. Et donc, bah, si on a des warnings qui s'allument avant que le patient soit hypotendu et qui nous permettent de prendre des décisions auparavant, bah, peut-être que ça peut être intéressant. Là, c'est les résultats, quelques résultats que j'ai réalisés au cours de ma thèse. Donc là, on est, comme je vous ai dit, c'est des modèles complètement numériques de cœur et vaisseau. On a résumé le cœur des patients à une forme de sphère, si vous voulez, dans lequel on met des ingrédients de type, on connaît le volume du patient, le volume du cœur du patient, on connaît l'épaisseur de la paroi, on connaît la contractilité, on connaît la rigidité du cœur, on connaît comment le cœur et la vitesse à laquelle il se contracte. On connaît plein de choses sur ce cœur-là, soit de façon forfaitaire, soit de façon calibrée au malade. Donc ça, c'est la partie modèle. La partie donnée, c'est-à-dire qu'au bloc opératoire, on mesure plein de choses. On mesure le débit cardiaque, on mesure la pression artérielle, on peut faire des écho-cœurs pour essayer de calibrer le modèle, c'est-à-dire faire ressembler le cœur numérique au cœur du malade. Et on se dit que si la simulation est proche de l'observation, ici la pression artérielle et le débit cardiaque, ça veut dire que mon modèle est bien calibré et que donc je vais pouvoir peut-être interpréter les informations rendues par le modèle. Concrètement, ici on imagine, donc, si vous voulez, ici c'est les tendances, en vert sur la courbe le débit cardiaque, en bleu sur le graphique la pression artérielle, sur le panel de gauche. On voit qu'il se passe quelque chose au moment où j'administre de la noradrénaline, on voit clairement que le débit cardiaque baisse et que la pression artérielle monte, qu'il se passe quelque chose. On était capable d'identifier donc un moment avant l'administration du médicament et au pic d'effet du médicament deux conditions dans lesquelles on a calibré notre modèle avant-après.
Et donc là, c'est des courbes pression-volume, c'est de la physiologie un peu avancée, mais c'était juste pour vous dire qu'on a été capable, typiquement, de dire comment la contractilité du myocarde, comment la force de contraction du myocarde, elle avait changé quand on avait fait de la noradrénaline, la quantifier en termes de pourcentage. Et là, on avait dit qu'il y avait 14% d'augmentation de contractilité. On a montré aussi qu'il y avait un pourcentage non négligeable de résistance artérielle qui avait été augmenté. Et donc tout ça finalement, nous permet d'avoir, comment dire, une analyse un peu plus fine peut-être de ce qui se passe chez le patient, plus que le débit cardiaque qui monte, la pression artérielle baisse. On sait exactement en détail ce qui se passe dans le cœur du patient. Encore une fois, si l'étape de calibration a été rigoureusement réalisée. Une chose qui peut être intéressante aussi, si mon modèle est bien calibré à partir d'un certain jeu de données, et je me pose la question de lui administrer de la noradrénaline. Est-ce que ça va être bénéfique ou délétère de lui administrer de la noradrénaline? Eh bien, je peux simuler dans mon modèle administrer de la noradrénaline. Et donc, on verra sur mon modèle, avant d'administrer le médicament au patient, ce qui va se passer. Donc là, on pourra aussi faire de la prédiction. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette thématique d'intelligence artificielle et de réanimation cardiovasculaire. Finalement, on a fait beaucoup plus d'IA que de réanimation. L'IA, c'est pas pour tout de suite. L'IA, c'est pas pour tout de suite, mais il faut s'y préparer maintenant. Il faut s'y préparer maintenant parce que c'est quelque chose de complexe, de difficile à mettre en œuvre, que les autres ont beaucoup d'avance par rapport à nous, et que si on veut conserver une certaine liberté dans la façon dont on va réaliser, pratiquer notre métier, en fait, c'est important de s'y intéresser maintenant. C'est important de s'y intéresser maintenant, de comprendre dans les grandes lignes les principes de fonctionnement et les enjeux économiques, éthiques, sociétaux qu'il y a derrière, afin de pouvoir au mieux exploiter finalement les informations que ça va nous donner et d'avoir encore une fois une interaction soignant-machine vertueuse. Et finalement, c'est pas pour tout de suite, mais néanmoins, c'est quand même pas très loin, puisque comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de travaux de recherche qui sont en cours. Il y a pas mal de startups orientées santé qui sont en train de voir le jour. Et on n'est pas très loin à ce que pas mal d'algorithmes d'intelligence artificielle finissent par arriver, et de plus en plus dans nos services pour nous aider au quotidien, si tant est qu'on sache l'utiliser. Je vous remercie de votre attention. Encore une fois, je ne suis pas responsable, mais désolé du coup de ne pas vous avoir en direct devant moi pour pouvoir répondre à vos questions. Et si vous avez des questions, je vous encourage à m'envoyer un mail sur cette adresse mail. Et je vous souhaite une bonne journée et de bon courage pour vos études et pour la suite. Au revoir.